dreaming of this moment since the day they took you. Open the door! Stop! Efficace et pas cher, c'est Loïc qu'on préfère, c'est Loïc. Bonjour à tous, c'est Valentin, le Home Cinéman, et je suis en compagnie de Loïc. Bonjour Loïc. Salut. On va revenir aujourd'hui sur le film Amelia's Children, réalisé par Gabriel Abrantes, un monsieur de nationalité portugaise, et ça colle bien avec le film, nous allons en reparler. Ça parle de quoi, Amelia's Children? Ça parle de Ed, qui est en couple avec Riley, merci Loïc, qui a une meilleure mémoire des noms que moi. Et une meilleure éloquence. Putain. Oh putain. Oh ma vache, ton ballon. Magnifique. J'ai voulu foutre de ta gueule. C'est incroyable. Éloquence. Éloquence, putain, mais je sais même pas parler français. Le mec qui veut dire qu'il a une meilleure élocution que moi en se trompant d'élocution. Mais j'ai mélangé élocution et éloquence, voilà, c'est tout. Voilà, c'est mon génie qui se mélange tout seul. Alors ça parle de quoi, Amelia's Children? Eh bien, c'est l'histoire de Ed et de sa petite copine, Riley, qui vivent ensemble à New York. Et un jour, Riley offre à Ed un test d'ADN. Et donc, Ed s'exécute et fait ce test d'ADN et il découvre qu'en fait, il a un frère jumeau. Et ce frère jumeau, du coup, il habite au Portugal. Il invite Ed et Riley à les rejoindre. Ces derniers vont rejoindre la maison familiale au Portugal. Et c'est là que Ed découvre son frère jumeau et sa maman. Car oui, il était orphelin à l'origine. Et donc, voilà, il arrive dans cette maison familiale et il découvre sa maman et son frère jumeau. Sauf que, au fur et à mesure, Riley et Ed vont se rendre compte que le frère jumeau, et particulièrement la mère, sont un petit peu chelous. Alors, surtout Riley, Ed, pas vraiment, il est un peu dans le délire, vraiment, je retrouve ma famille. Mais Riley, qui a vraiment le regard extérieur... Oui, mais là, nous aventurons dans le terrain du spoil. Parce que je le précise, cette vidéo va commencer par être une vidéo sans spoiler. Parce qu'en tout cas pour moi, je vais vous conseiller d'aller voir le film. Et donc, nous allons essayer de pas spoiler au début. Il y aura une petite partie spoiler pour parler de la fin qui est sujette à controverse. Et c'est là que je me tourne vers Loïc et que je lui demande, mais Loïc, qu'as-tu pensé du film? Si, Seigneur. Alors, à savoir que le film ne dure qu'1h32 et j'ai quand même trouvé des longueurs dans le film. C'est quand même dommage parce que je me suis dit, bon, 1h30, c'est quand même pas trop long comme film, c'est comme The Marvels. Un plaisir vraiment que ce film dure aussi peu longtemps. Et j'ai trouvé des longueurs quand même malgré tout. J'ai trouvé vraiment le délire un petit peu dans un pays hispanophone, des trucs un peu de possession, un petit peu choses comme ça. Ça me fait beaucoup penser au... le film avec Russell Crowe qu'on a vu il y a pas longtemps là. L'exorciste du Vatican. Ça me fait penser à l'exorciste du Vatican. En fait, on a déjà vu un petit peu ça, même si c'est sur une tranche différente. Mais voilà, ça se passe en Espagne, il y a un peu ce délire là, avec la religion, avec des gens qui sont possédés, en tout cas du surnaturel dedans. La religion est pas trop présente dans ce film-là, dans Amelia's Children. La religion n'est pas forcément présente, mais en tout cas, ce genre de surnaturel, etc., on l'a senti, on l'a déjà vu en fait dans l'exercice du Vatican. Après, on sait très bien aussi que ces pays sont très croyants au niveau de la religion chrétienne. Oui, mais je veux dire, c'est un point anecdotique du film, bon, c'est pas... Bien sûr. Mais en soi, le film, après, était plutôt intéressant, parce qu'il y a quand même des nouveautés, malgré tout. Des nouveautés, même des choses qu'on n'avait pas vues depuis longtemps, notamment une scène un petit peu à la Game of Thrones. Je n'en dirai pas plus pour l'instant. Je trouvais ça original, on va dire, comparé à d'autres films d'autres films d'horreur qu'on a vu il y a pas si longtemps que ça, comme par exemple Night Swim, qu'on a vu avec Valentin et c'était quand même quelque chose de pas très positif. J'allais le mentionner un petit peu après. Oui, on a vu Night Swim, on n'a pas fait un débrief parce que vraiment il y avait rien à dire. Ça en valait pas le coup et du coup ce film-là, comme le dit Valentin, il en vaut le coup. Lui a beaucoup apprécié, mais ça il vous le dira plus en détail. Moi j'ai un peu moins apprécié, mais voilà, on en discutera tout au long de la vidéo pour expliquer pourquoi j'ai moins apprécié que Valentin. C'est à ton tour. Alors moi, j'ai beaucoup aimé le film, surprenamment, parce que j'ai oublié de mentionner d'ailleurs que ce film a été récompensé au festival de Gérardmer, le fameux festival de fantastique, épouvante, horreur, qui propose souvent des films de qualité variable, dirons-nous. Donc voilà, un film récompensé chez Gérardmer, c'est pas forcément gage de qualité forcément. On peut toujours y trouver quelques petites pépites. C'est le cas pour moi, alors peut-être pas au rang de pépites, mais c'est une belle mine de diamants que j'ai découvert avec ce film. Comme l'a dit Loïc, on a vu Night Swim, qui était un énième film d'épouvante avec aucune idée à proposer. Si, il y avait une petite idée avec la piscine, mais bon, on n'est pas là pour parler de ce film. Mais c'était un film avec plein de jumpscares comme d'habitude. Les films Blumhouse, donc Conjuring, La Nonne, tout ça. Bon, on est sur du film d'épouvante qui a pas trop d'idées, qui a rien à proposer. Et là, sur Amelia's Children, le film commence mal parce que au début du film, on a encore le poncif des gens, donc Riley et Ed, qui arrivent au Portugal. Et puis voilà, ils vont tomber sur une meuf et un gars qui vont leur
leur dire attention, hein, il faut pas aller dans cette maison, hein, parce que il va se passer des choses pas bien, hein, attention. C'est un poncif qu'on retrouve beaucoup dans ce genre de film et qui du coup, voilà, me laissait présager un film banal, voilà, encore une fois avec pas beaucoup d'idées. Et en fait, j'ai été beaucoup surpris, notamment avec la musique et avec les bruitages que le film utilise, parce que il y a plein de petits moments où ça devient central. Et ça permet aussi, surtout, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est la non-utilisation abusive de jumpscare. J'en ai noté un qui était vraiment un gros jumpscare, bien comme il fallait, un gros jumpscare des familles, comme diraient les jeunes. Mais sinon, le film est très sobre là-dessus. Et ça, j'ai beaucoup aimé parce que moi, c'est quelque chose qui me saoule. Quand le film d'épouvante tente tout le temps de faire des jumpscares, t'en as un toutes les 5 minutes, c'est vraiment insupportable. Surtout que, c'est des jumpscares putassiers, en fait. Le jumpscare n'est pas insupportable en soi. Mais j'avais pas vu un film qui utilise aussi bien les jumpscares depuis Conjuring 2, et ça date de 2016. Et donc là, je suis content d'avoir enfin un film qui utilise son jumpscare putassier de bonne manière, dirons-nous. Et le reste, en fait, comment il joue avec l'horreur, le réalisateur, c'est sur l'ambiance. C'est avec la musique qui fait monter, et c'est avec aussi, voilà, des images assez choquantes. Je vais détailler ça un petit peu plus loin. Qu'aurais-tu à nous dire, Loïc, plus précisément, sur ce que tu as aimé et donc ce que tu n'as moins aimé? Malheureusement pour toi, Valentin, je vais devoir spoiler un petit peu pour dire ce que j'ai moins aimé et ce que j'ai plus aimé, par contre, parce qu'il y a des choses que j'ai aimé, même si je suis l'aigri de la vidéo. Donc voilà, je vais devoir spoiler un petit peu. Donc est-ce que c'est le bon moment pour changer de partie? Et donc c'est le moment où je vais inciter les gens à aller voir ce film, parce que du coup, si vous nous écoutez jusque-là que vous ne l'avez pas vu, moi j'ai trouvé que c'était d'extrêmement haute qualité pour un film d'épouvante / horreur. Donc allez le voir avant de passer à la suite de la vidéo, vous ne le regretterez pas, j'en suis sûr. Et donc c'est le début officiel de la partie spoilers. Vas-y, lâche-toi, Loïc. Alors, donc si vous êtes ici, c'est que vous avez vu le film, en tout cas vous vous empêchez d'être spoilé. Donc au final, la maman qui s'appelle Amanda, non c'est ça hein. Ah non, Amelia, pardon. Bah oui, Amelia's Children. Ouais, écoute, hein. C'est pour dire à quel point le film m'a marqué. Oh, t'es de mauvaise foi. Oui, totalement. Donc Amelia a ce qui s'appelle être une malédiction, je pense. C'est pas une malédiction du tout. Bah excuse-moi, mais dévorer ses enfants pour être immortelle... c'est une sorcière qui utilise des rites occultes, mais c'est pas une malédiction du tout. Donc voilà. Donc elle est immortelle en dévorant ses enfants et également elle fait des enfants avec ses enfants. Donc la consanguinité. Effectivement, comme le dirait dans le Nord, c'est la famille. Comme dirait Dominique Terrato, le plus important, c'est la famille. La question de l'immortalité avec des représentations sur la peinture, etc. de finalement d'Amelia dans le temps a beaucoup fait penser au film et au roman du portrait de Dorian Gray, qui parle un petit peu de ça, où par exemple Dorian Gray justement se fait peindre dans le roman et il souhaite que ce soit la peinture qui vieillisse à sa place, et donc en fait il est jeune éternellement. Mais voilà, ça me fait penser un petit peu à ça parce que du coup on voit Amelia notamment sur les peintures, on la représente plusieurs fois, que ce soit comme étant l'arrière grand-mère peinte par Goya, et on la voit également sur Wikipédia dans les recherches de Riley. Et justement en parlant de ça, j'ai noté une petite ressemblance que Valentin n'avait pas remarqué, c'est que sur le tableau qu'on voit en premier lieu, donc l'arrière-grand-mère, elle est habillée en robe blanche avec un nœud rouge sur le cœur, et lorsque Riley fait des recherches sur la sorcière qui habite dans la maison familiale, en fait, on voit justement une femme brune qui ressemble énormément à l'arrière-grand-mère, et elle a toujours le nœud rouge sur le cœur et on la voit dévorer les enfants. Donc peut-être que dans le film elle n'a pas fait le rapprochement, ou en tout cas on ne l'a pas vu. En tout cas moi c'est un petit détail que je vais noter, que Valentin n'a pas vu. Mais à part ça, ouais, j'ai trouvé que l'utilisation du jumeau était plutôt intéressante malgré tout, et j'ai fait très attention pendant tout le film à voir si on arrivait à voir les deux visages des deux jumeaux en même temps. Évidemment que non, mais voilà, c'était mon petit jeu en fait pendant le film. Mais j'ai quand même trouvé des longueurs. Il y a des scènes où j'ai trouvé des longueurs. Par exemple, quand il marche dans des couloirs, c'est vraiment... On sait que la maison est grande, mais j'ai trouvé ça long des fois, vraiment. Et point positif et à la fois négatif, j'ai pas trouvé belle la maman, donc Amelia. Et c'est quand même intéressant parce que du coup, c'était le but, je pense, de la faire aussi moche, aussi botoxée. Mais par contre, quand je vois son visage, j'ai l'impression que c'était du papier mâché tout autour. Et vraiment, j'ai l'impression qu'on pouvait toucher la texture en fait du visage, notamment au niveau du front et des pommettes. Donc vraiment, c'est un détail que j'ai remarqué. Mais à part ça, j'ai rien trouvé de spécial à redire. Et l'histoire était intéressante malgré tout. Mais ça n'empêche que c'est pas un film non plus qui m'a marqué, enfin qui va me marquer des masses non plus. Et toi, Valentin, qu'en as-tu pensé en pouvant spoiler, évidemment? Alors, tu parlais du portrait de Dorian Gray. Excellente référence, je ne l'avais pas, bravo. Merci. Et c'est vrai que c'est pertinent parce que, en effet, quelqu'un qui veut rajeunir. Mais du coup, on parlait du portrait de Dorian Gray. Moi, j'ai bien aimé la mythologie que ça convoque. Parce que on est sur une sorcière, voilà, qui veut rester jeune et qui bouffe ses enfants. Et oui, j'ai bien aimé la mythologie
mythologie de la sorcière qui était convoquée, et tu parlais de longueur. Alors moi je suis pas d'accord avec toi, parce que toi tu ressens ça comme étant des longueurs, moi je ressens ça comme étant une ambiance que le film veut instaurer, parce que justement il n'utilise pas les jumpscares putassiers que les autres utilisent. Et vu qu'il n'utilise pas les jumpscares, ou en tout cas très peu, il doit se reposer sur autre chose, et c'est l'ambiance. J'ai noté par exemple, tu sais les portes qui couinent tout doucement, alors c'est quelque chose qu'on a déjà vu partout aussi, mais je veux dire là c'est fait habilement, tu vois, elle couine pas en mode très rapidement, c'est... Brutage fait maison. Mais là, elle couine, tu vois, par petites touches, ce qui accentue l'angoisse de la scène qu'on peut avoir. Là où tu pourrais dire que c'est des longueurs, il y a pas mal de plans qui évoquent des aspects horrifiques. Il y a un moment, un plan tout bref, où tu vois la mère noyer son bébé, mais c'est bref, hein, c'est un plan qui dure 10 secondes. Et tu vois la mère, voilà, noyer son bébé dans de l'eau, dans une bassine. Un truc tout con aussi, le portrait de la maman qui est toute jeune, qui a sur la table de nuit de Ed, du coup, dans la maison. En fait, le regard est révélateur, tu vois, le regard est persistant, hypnotisant, et j'ai trouvé que ça convoquait des imageries de films d'horreur en fait. Et ça, sans jumpscare. Là où tu peux ressentir ça comme une longueur, moi j'ai ressenti comme étant un moyen de nous faire ressentir l'horreur sans utiliser le jumpscare putassier. Et c'est peut-être pour ça que justement j'ai pas accroché le film, parce que peut-être que j'étais pas dans l'ambiance que le film voulait montrer, dans lequel il voulait m'emmener, et c'est peut-être ce qui m'a emmené à un avis plutôt négatif sur le film, je pense. Deux autres petites choses aussi qui convoquent de l'horreur comme ça. Tu sais le plan où il y a Manuel qui est dans la nuit, donc c'est un plan avec des ombres, et où il est dans la forêt de nuit. Avec un couteau. Donc là, moi, j'ai pensé à Massacre à la tronçonneuse. Tu vois, tu t'évoquais la référence de Dorian Gray à juste titre. Et là, pour moi, c'était clairement le Massacre à la tronçonneuse. Bon, c'est pas une tronçonneuse, c'est un couteau. Mais je veux dire, tu vois, sur l'imagerie, ça convoque l'horreur, voilà, habilement, subtilement. Pareil pour la mère, tu sais, alors qu'elle est vieille, toute chirurgiquée sur la face. Quand on n'a pas encore eu clairement le moment où les héros se sont rendus compte que ils étaient vraiment très très chelous. Et tu sais, elle regarde son fils. Oh là là, qu'est-ce que t'es beau, mon fils. Elle a un regard. Elle a envie de le bouffer, littéralement. Ah oui, ça en dit long, hein. Et donc ça participe encore à cette idée de on n'utilise pas le jumpscare, on n'utilise pas les codes habituels, et on le fait voilà subtilement. Juste pour revenir sur l'image de Manuel qui est dans la nuit, dans la forêt avec un couteau dans la main, tu parlais de Massacre à la tronçonneuse, moi je parlerais d'Halloween, car finalement c'est le thème finalement d'un méchant avec un couteau qui se balade dans les bois. Oui, tout à fait, oui. Et tu parlais aussi de la chirurgie de la mère. Alors ça c'est quelque chose qui, pareil, m'a interloqué. Je me suis dit, c'est assez bizarre cette histoire. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, à la fin, tu te rends compte qu'en fait, si elle a fait de la chirurgie, c'est quelqu'un qui bouffe ses enfants parce qu'elle veut rester jeune éternellement. Et là, elle est dans une situation dans le film où Manuel ne peut pas lui donner d'enfant. L'autre, le père qui est dans la cave, il doit être trop vieux, et donc elle peut plus faire d'enfant. Et donc je trouve ça logique pour quelqu'un qui veut rajeunir tout le temps et qui ne peut plus faire d'enfant pour se rajeunir comme elle l'utilise avec sa magie, et qu'elle se fasse de la chirurgie esthétique. Parce que la chirurgie esthétique, c'est la promesse. Regardez, rester éternellement jeune en vous botoxant les lèvres, tout ça. Bien sûr, c'est une promesse sur le papier, hein, mais bon. Et du coup, je trouve ça pertinent qu'en fait, elle soit toute charcutée sur le visage. Parce que voilà, c'est quelqu'un qui peut plus rajeunir avec sa magie et qui en vient à utiliser les vices de l'époque. Donc la chirurgie esthétique, passer sur le billard. Et donc, je trouve ça pertinent parce que du coup, c'est logique qu'elle ait voulu se défigurer en voulant rajeunir artificiellement au lieu d'utiliser sa magie. Et je trouve ça pertinent. J'avoue que moi, je n'y ai pas pensé, j'avais pas réfléchi à cette hypothèse-là. Et j'ai juste pensé à, en fait, il veut nous faire rentrer encore plus dans l'imaginaire horrifique. Parce qu'en voyant le visage de la mère et même comment il est dessiné, etc., avec le maquillage, c'est vraiment dans le thème de l'horreur, en fait. C'est même comment elle est voûtée et tout le reste. Bien sûr, ça y participe. Et moi, je trouvais ça justement pertinent avec l'idée du rajeunissement, en fait, sur le papier. Donc voilà, moi, j'ai trouvé ça très intéressant. Il y a plein de petites choses, on pourrait débattre pendant longtemps. Et après la séance, Loïc a mentionné un détail que j'avais pas remarqué au visionnage. C'est que, en fait, les personnages qu'on voit au début du film, en fait, c'est la fameuse petite copine et le père qui sont venus essayer d'enlever les enfants. Et moi, j'avais pas pigé que c'était le père et la petite copine, parce qu'à la fin, on voit le père perdu dans la cave. D'ailleurs, j'ai beaucoup aimé l'image horrifique du père qui met la main devant la caméra et qui dit aidez-moi. C'est vraiment une image qui m'a hanté, qui m'a marqué. Ça me fait penser à The Ring d'ailleurs. Une personne un peu avec des cheveux longs, sombres, la tête penchée en avant, et sans l'entendre, justement, quand il met sa main en avant, ça me fait penser justement à la petite fille dans The Ring, justement, où on la voit sortir du puits. Mais ça me fait penser à ça. Non, mais c'est vrai que c'était une bonne idée, du coup, on fait le lien avec le début à la fin. Rien d'extraordinaire avec ce film, hein, c'est pas révolutionnaire. Mais moi, je trouve que tout ce qu'il fait, il le réussit. Et pour terminer, je te propose qu'on parle de la fin du film, du coup, qu'on débatte un petit peu vite fait sur ce que veut dire le dernier plan, enfin la dernière séquence du film. Donc pour remettre en contexte, à la toute fin, une fois que l'histoire est résolue et que les deux héros, donc Ed et Riley, ont réussi à s'enfuir, et que ils ont laissé dans la maison Amelia mourante avec Manuel mourant et le père décédé, je pense, hein, parce qu'il s'est pris quand même pas mal de coups de couteau dans le cul. Et donc voilà, c'est la situation à la fin, et ça coupe et il y a une séquence où on voit du coup
Amélia jeune qui danse et qui pose un bébé dans un landau et qui est rejointe par Manuel, le père, l'enfant, on ne sait pas, qui est rejoint par un homme de la famille. Et donc c'est sujet à discussion. Et donc moi je pense, enfin en tout cas c'est comme ça que je l'ai interprété tout de suite à chaud comme ça, c'est que j'ai pas l'impression que ce soit un flashback d'Amélie jeune, et je pense pas que ce soit le père qui a engendré les deux jumeaux. Moi je pense qu'en fait c'est une situation qui a lieu un peu après les événements du film, parce que dans la scène finale en fait Amélie a l'air d'être vivante. Selon toute vraisemblance je pense qu'elle est vivante. Elle a de grandes chances d'être enceinte parce que elle a couché de manière honteuse avec son fils, un de ses fils, avec Ed. Et en plus on voit que Manuel dit quelques mots avant qu'on quitte cette temporalité du film. Et donc moi j'ai l'impression qu'en fait ils sont tous vivants à part le père qui est vraiment décédé. Et qu'en fait la mère Amélia va rajeunir parce qu'elle va bouffer peut-être le cadavre du père qui du coup un de ses fils sûrement. Hein. Donc elle va bouffer le cadavre du père qui est mort, elle va rajeunir. Et après Manuel du coup lui il va survivre et danser avec elle. Et en fait le bébé qu'elle va poser c'est le bébé qu'elle a eu avec Ed. Et donc je pense qu'en fait le film nous dit voilà, les héros ont réussi à s'enfuir, ce sera l'exception, eux ils ont réussi, tant mieux pour eux, mais le cycle va se perpétrer, elle va rajeunir et tout va se perpétrer à l'avenir comme ça, parce que pour moi si le film il voulait dire c'en est fini, on termine là-dessus, les héros ont réussi à vaincre la sorcière, en gros, pour moi si le film avait voulu faire ça, il nous aurait pas montré une Amélie encore vivante, il nous aurait montré que les trois étaient crevés et puis terminé quoi. Oui totalement, et puis j'ai eu la même réflexion que toi. Au début de la scène justement où on voit Amélia danser avec un homme qui ressemble à Manuel ou même son père, parce que du coup ils sont pères de père en fils littéralement. Oui. Et de frères, entre frères également. Au début je pensais que c'était un flashback de Amélia jeune justement, du temps où il y avait les deux enfants Ed et Manuel qui étaient bébés. Oui c'est l'autre possibilité en fait. C'est ça, sauf que j'ai cherché un détail qui est important dans le film, notamment au début, c'est Manuel qui dit à Riley et notamment à Ed aussi qu'il aime beaucoup ces oiseaux. On voit ces oiseaux justement dans la dernière séquence du film, et c'est comme ça que je suis venu à la même conclusion que toi, c'est que finalement on est dans le présent, on est même dans le futur comparé à la fin du film où Riley et Ed s'enfuient, et que comme tu dis Amélia est enceinte de Ed car elle a fait une Mélissandre, pour ceux qui ont vu Game of Thrones vous comprendrez, c'était vraiment pas beau à voir. Et là aussi une image d'épouvante pure que convoque le film. Totalement, on sait jamais en fait, et justement c'est avec ça que joue le film, et c'est intéressant d'en discuter finalement, parce que du coup on sait pas vraiment. Mais c'est bien d'entretenir le flou. Et c'est peut-être le détail des oiseaux qui va nous faire dire qu'en fait on est dans le futur par rapport à la fin. Ouais, je pense vraiment que c'est ça. Je pense que du coup le film nous dit le cycle va se perpétrer et ils seront éternellement jeunes. C'est le cycle éternel de la vie. Donc voilà. Dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez. En tout cas, si vous avez vu le film. Pour conclure, Loïc. C'était un film vraiment qui va pas me marquer non plus. Bon voilà, ça reste un film d'épouvante original qui tient la route malgré tout, parce qu'au fil de la discussion, on voit quand même qu'il y a quand même du positif, et le négatif vient sûrement du fait que je me sois pas beaucoup attaché à l'ambiance du film. Mais voilà, ça reste un bon film dans l'ensemble, même si moi j'ai pas accroché. Bon, il est quand même positif parce que toi tu n'es pas dans le négatif, c'est juste que t'as des réserves. Mais globalement, l'avis est positif. Pour le mien, il est très positif. Voilà, il convoque une mythologie que j'aime bien. Voilà, la sorcière qui mange ses enfants. Voilà, c'est quelque chose que je trouve assez fort. Et il joue, comme je l'ai dit, habilement avec les codes des films d'épouvante horreur. Voilà, il convoque des images horrifiques, des images assez marquantes, je trouve. Hein. Je rappelle encore celle du père qui criait des mois avec la main vers l'écran. C'est quelque chose qui m'est bien resté en tête. Hein. Et c'est pas le cas souvent dans les films d'horreur. Et du coup, voilà, il convoque pas mal d'images très inspirantes, je trouve très, très choquantes, tout en jouant subtilement avec la non-utilisation de jumpscares abusifs que je dénonce constamment dans ce genre de film. Et donc, je suis agréablement surpris, j'ai même hâte de le revoir. Sur ce, merci de nous avoir écoutés, abonnez-vous à cette chaîne, laissez un petit like, un pouce bleu, laissez un commentaire pour nous dire qu'est-ce que vous avez pensé de la fin du film. Sur ce, je vous souhaite une bonne après-midi, soirée, nuit, et on vous dit à la prochaine pour de nouveaux débriefs. Salut Loïc. Salut.